Et d'avoir trop de bruit parasite pendant la présentation. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire pour tout comprendre sur le MACF organisé par Customs Bridge. Aujourd'hui, donc je me présente, moi je m'appelle Hélène Durier, je suis directrice marketing chez Customs Bridge et je suis accompagnée de 4 intervenants aujourd'hui, dont Julie qui est avec moi en présentiel, donc Julie Delaunay qui est notre product owner Oki Duty chez Sogет, Evan de Rosière chez TLF Overseas, Stanislas avocat associé au cabinet LHLF, et enfin Clément Antoinette chez Biomérieux. Ils vont vous présenter de manière opérationnelle et concrète leur expérience, aussi bien théorique et opérationnelle, leur expérience sur le MACF. Donc aujourd'hui, on fait un tour d'horizon sur ce sujet-là. Donc tout d'abord, on revient aux bases avec le contexte historique, juridique et ce que c'est le MACF, les principaux objectifs et mécanismes, évidemment qui est concerné, quels sont les secteurs qui sont concernés aujourd'hui, mais également plus tard, demain, la to-do list de l'importateur, enfin le calendrier et les recommandations de nos experts, et on vous présentera Oki Duty, qui est notre outil génération, notre plateforme douanière, qui sera présentée par Julie avec tous les avantages, notamment sur le MACF. Je répète encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour vous répondre et pour vous aider au mieux. Je laisse la main, du coup, à Julie. Bonjour à tous. Merci Custom Bridge, Sogет de nous laisser intervenir, nous, opérationnels pour ce matin. Donc oui, en effet, pour poser le cadre historique, la décarbonation, c'est pas nouveau, hein. Donc voilà, déjà depuis 2005, il y a un système de quotas pour tout ce qui est émissions gaz à effet de serre. Et donc du coup, ça permettrait, enfin ça encourage du coup les entreprises les plus vertueuses à encourager cette démarche vers la décarbonation, et au contraire pénaliser les pays ou les fournisseurs qui pourraient du coup ne pas jouer le jeu, ce qui pourrait aussi amener une concurrence déloyale et éviter également la délocalisation des entreprises ou des productions. Donc, comment allier maintenant la protection de notre planète et en même temps allier le business, avoir un peu un business éco-responsable. Les conséquences directes du coup de ce MACF, merci. Les conséquences, c'est une réglementation restrictive, parfois pénalisante pour les entreprises, bien évidemment, parce que c'est contraignant et c'est également, du coup, ça va être un aspect financier. Donc, on pense bien évidemment aux PME ou même des TPE pour lesquelles ça pourrait être compliqué de se sourcer dans certains pays, ou même la charge financière, mais également après les gros groupes qui, pour eux, ça pourrait être aussi plus contraignant ou plus coûteux. Mais l'objectif, ne le perdons pas de vue, c'est du coup la transition écologique. L'Europe a la volonté d'être le premier continent neutre. C'est donc un projet, hein, d'un point de vue climatique d'ici 2050. Donc ça reprend un peu tout le texte Fit for 45 que je vous laisserai du coup aller voir pour toutes ces ambitions et ces objectifs de décarbonation. Il y a eu quelque temps, la douane nous avait lancé cette volonté de verdir le SH. Verdir le HS code, on n'avait pas trop compris en fait ce qu'il voulait dire. Je pense que maintenant on l'a tous bien compris. Donc, à aujourd'hui, il y a seulement quelques secteurs qui sont concernés par les reportages du coup CBM, mais il faut vraiment se discipliner et éduquer nos fournisseurs et les importateurs. Enfin voilà, il faut qu'on marche tous dans le même sens parce que en fait, ça va s'élargir aussi à d'autres nomenclatures. Donc, ce n'est qu'un début vers une consommation et un business un peu plus éco-responsable et protéger notre planète. Donc voilà, donc le sujet du jour du coup c'est MACF, donc mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Je pense que tout le monde en a entendu parler, que ça soit donc MACF ou CBM en anglais. Il faudra avoir vécu dans une grotte, je pense, les derniers mois pour ne pas avoir entendu ces termes. On est tous déjà
bien initiés sur le sujet. Maintenant, on a la théorie, mais on a aussi la pratique. Donc, la pratique, c'est que du coup, ça a été mis en vigueur depuis octobre 2023. Et là, on est en train, du coup, de faire nos premiers rapports. Donc là, surtout ceux qui avaient le premier trimestre où ils ont dû récupérer des données et se connecter au site CVM, etc., eh bien, ils ont essuyé un peu les plâtres. À aujourd'hui, on a quelques retours terrain et c'est surtout les retours terrain parce que c'est vrai que les webinaires, même des administrations, ils sont quand même assez bien faits. Il y a eu des supports côté importateur, côté fournisseur, ils sont quand même assez bien faits. Donc ça, je vous encourage à aller les consulter. Et aujourd'hui, on avait volonté de vous, de vous parler du côté pratique. Voilà. On sait que les premiers rapports de début d'année, il y a eu que trop peu de rapports. Donc là, on s'est posé la question, pourquoi est-ce que le nombre est si faible en fait, alors que on attendait beaucoup plus de rapports. Alors est-ce que c'est un manque d'information ou alors est-ce que les entreprises ne se sentent pas concernées? Est-ce qu'elles devraient faire des rapports et finalement ne le font pas? Donc voilà, donc que ça soit des cabinets d'avocats, des syndicats comme la TLF ou même des syndicats qui peuvent être localement près de chez vous, des syndicats professionnels ou les RDE. Enfin, il faut vraiment aller du coup s'entourer et à un moment donné, on va tous réussir à trouver la bonne information et être en marche vers ce MACF. Les objectifs, du coup, bien évidemment, c'est réguler les émissions de gaz à effet de serre, ça on le sait, endiguer la délocalisation pour éviter les concurrences déloyales, c'est ce qu'on en parlait du coup en début de Bien évidemment, générer aussi des revenus, accentuer les incitations à la décarbonation, et c'est ce qu'on disait, s'habituer à consommer autrement et peut-être à produire autrement. On sait qu'aujourd'hui, c'est possible. Parler écologie et business, c'est pas forcément dingue. Donc, il faut s'habituer d'ici 2050, mais bien avant, il faut déjà s'habituer à consommer autrement. Accompagner progressivement la fin des quotas gratuits. Oui, parce qu'actuellement, il y a des quotas gratuits. Les quotas vont changer. Il y a également aussi des valeurs par défaut qui, elles aussi, bon là, la transition et la période de transition est un petit peu allongée, mais à un moment donné, il n'y aura plus de valeurs par défaut. Il va falloir être de plus en plus précis. Donc voilà, mais ça va être un entraînement. Pour la suite, je laisse la parole à Even et on se retrouve tout à l'heure pour une solution qui aussi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, du coup, Even de Rosière, je suis le délégué aux affaires douanières de TLF Overseas. Donc, en deux mots, TLF Overseas, c'est la fédération représentative des commissionnaires de transport et des représentants en douane enregistrés. Donc, on représente 200 entreprises qui gèrent environ 85% des opérations de dédouanement pour et avec du coup leurs clients. En effet, Julie vient de. Je vais juste reprendre deux choses très très importantes que Julie vient de signaler. La première, c'est le fait que le MACF soit pas, il n'y ait pas encore eu assez de rapports à ce jour qui a été déposé pour les deux premiers trimestres de référence. En France, on attendait, l'administration nous a dit qu'ils attendaient 8500 rapports de la part des importateurs. Et au 1er avril, on en était à 850 avec environ 200 drafts. Donc, on est quand même sur des taux de compliance assez faibles. Il paraît que ce sont quand même les plus gros importateurs qui ont fait leur rapport. Donc, en termes de volume de marchandises, on ne serait pas trop mal, mais il y a encore vraiment du boulot en termes de sensibilisation et du coup de mise à niveau des importateurs sur cette réglementation. Le deuxième point, c'était sur du coup la notion d'ajustement et de compensation. Comme Julie l'a dit, les industries européennes sont soumises au quota carbone de l'ETS et le MACF a pour objectif vraiment d'installer un level playing field entre les industries européennes soumises au quota carbone et les industries établies en dehors de l'Union européenne qui n'ont pas les mêmes contraintes et les mêmes standards en termes d'émissions de carbone.
Et c'est pour ça que ces certificats, à terme, viendront compenser ce qu'on appelle les fuites de carbone, du coup, éviter les fuites de carbone, c'est-à-dire une production plus intense en carbone à l'étranger et importée ensuite dans l'Union européenne. Donc, c'est le schéma que vous avez décrit à l'écran, où pour l'exemple d'une fabrication d'aluminium en Chine, avec une usine, par exemple, qui tournera au charbon, donc très intense en carbone, mais moins cher, on importe en France, par exemple, et on viendrait compenser avec un certain nombre des certificats euh, qui seraient indexés sur l'ETS, mais on y reviendra plus tard. Est-ce qu'on peut passer du coup à la slide suivante, s'il vous plaît? Oui, voilà. Alors, c'est une nouvelle réglementation du coup qui est gérée par plusieurs administrations au niveau français et au niveau européen, c'est donc la DG Taxud, la commission. Et au niveau français, on a une administration compétente qui est la Direction générale de l'énergie du climat, la DGEC, rattachée à Bercy, qui va gérer tout ce qui est les certificats, donc la vente et l'achat des certificats, et les sanctions également. Lorsque un opérateur, et donc du coup là les mises en demeure pour les entreprises qui n'auraient pas effectué leur rapport. Cette action est complétée par l'action de la Direction générale des douanes et des droits indirects, donc la DGDDI que vous connaissez tous, qui est l'autorité de contrôle. Donc son rôle sera vraiment de gérer, de contrôler les flux physiques et les volumes d'importation et de vérifier que du coup les HS codes, les CN codes déclarés ou qu'il y a bien un déclarant MACF lors du mécanisme définitif qui est présent pour chaque opération d'importation. La Direction générale du Trésor est aussi là pour, était très investie notamment au niveau des phases de négociation et des phases de sensibilisation, avec toute la dimension diplomatie économique derrière qui est très importante, parce qu'on voit que le MACF va avoir un impact important sur les fournisseurs à l'étranger. On y reviendra plus tard, mais les effets ne sont pas… le mécanisme est censé avoir des effets dès sa conception en Europe et à l'extérieur. Donc, la Direction générale du Trésor est très investie là-dessus, ainsi que la Direction générale des entreprises dans la dimension accompagnement, notamment des plus petites entreprises qui ont des difficultés déjà à comprendre le mécanisme et ensuite à mettre en place les process adéquats. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Merci. Un petit point sur le calendrier. Comme l'a dit Julie, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières est donc du coup entré en vigueur au 1er octobre 2023. On est actuellement dans une phase transitoire, donc qui est une phase où on ne paye pas encore de certificat. L'objectif, c'est vraiment de communiquer de la donnée sur les émissions de carbone importées à l'administration et à la Commission européenne. On a eu donc du coup un premier rapport qui était à déposer le 31 janvier, avant le 31 janvier pour le dernier trimestre de l'année 2023, un second rapport qui était à déposer avant le 30 avril pour le premier trimestre de l'année 2024, et cela jusqu'en janvier 2026, date d'entrée en vigueur du mécanisme définitif. Donc à partir du 1er janvier 2026, il faudra pour chaque importation un déclarant MACF autorisé, conformément au texte, et ensuite commencer à acheter progressivement des certificats MACF auprès de la DGEC. Deux grosses dates importantes, celle du 31 juillet 2024, qui est la date à partir de laquelle il n'est plus possible de modifier les premiers rapports, donc qui étaient donc les 3 premiers rapports trimestriels, et qui est aussi la date à partir de laquelle on ne peut plus utiliser les valeurs par défaut. Donc, à partir du 31 juillet 2024, il faudra utiliser des valeurs réelles, ce qui est un enjeu très important en termes de récupération de la donnée auprès des fournisseurs, ce sur quoi Clément vous donnera probablement plus de détails en tant qu'opérateur tout à l'heure. Et le 1er janvier 2025, qui est la date à partir de laquelle il sera possible de demander l'autorisation pour devenir déclarant MACF autorisé, qui sera une qualité, qui sera le critère pour pouvoir importer les marchandises visées à partir de 2026. Voilà, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît? Alors,
Quels sont les produits concernés? On a parlé donc de 6 grands secteurs industriels qui sont soumis au quota carbone, hein, le fer et l'acier, le ciment, l'aluminium, les engrais azotés, l'hydrogène et l'électricité. Ce sont forcément des secteurs intenses en carbone, donc c'est pour ça qu'ils ont été visés. Mais attention, on ne parle pas que des matières premières. Ça a été une source d'incompréhension. Le texte vise plus de 500 positions tarifaires qui sont concernées par le MACF, avec notamment des produits finis et semi-finis. On parle de boulons et de vis, on peut parler également de tablettes pour faire du stockage dans les entrepôts, etc. Donc, énormément de marchandises sont visées, ce qui fait que des secteurs comme le textile sont finalement aussi concernés, malgré le fait qu'il n'ait pas de business ni dans le ciment ni dans les engrais. Donc, voilà, gros point d'alerte là-dessus. Il y a des exceptions. Alors, il y a une exception donc, du coup, pour tous les envois, on parle bien d'envois et pas de prix unitaire, donc pour les importations inférieures à 150 €. Alors, je vois une question dans le chat sur les valeurs par défaut, on y reviendra peut-être ensuite. Donc, du coup, toutes les importations de moins de 150 € sont exonérées. Bon, ça exclut très peu d'opérations dans les faits, donc on demande des nouveaux seuils. Certains pays de l'Union européenne sont complètement intégrés dans le mécanisme et donc du coup une importation ne nécessitera pas d'opération MACF. On pense du coup à l'AELE, à Bussingen, Helgoland, Livigno, Ceuta et Melilla, donc les pays de l'AELE, la Norvège et la Suisse notamment. Et les importations relatives aux opérations militaires sont aussi exonérées. Donc, voilà. Les régimes douaniers visés, il y en a deux, c'est donc les importations, toutes les mises en libre pratique, et également les importations suite à un perfectionnement actif. Donc, lorsqu'une marchandise visée est mise en perfectionnement actif et ensuite mise en libre pratique sur le territoire de l'Union européenne, il y a aussi un rapport MACF à faire et à terme une déclaration MACF et des certificats. Point d'attention sur les emballages réutilisables, dont certains sont repris dans les nomenclatures visées par le MACF. Lorsqu'ils sont importés, ils peuvent être soumis au MACF et lorsqu'ils sont en admission temporaire, forcément, ils sont exclus. Ça fait partie aussi des difficultés qui ont été remontées à l'administration par les représentants des entreprises et pas uniquement TLF. Donc, c'est un point d'attention, un point d'alerte aussi sur cette marchandise-là. Avant de laisser la parole au prochain speaker, peut-être sur les valeurs par défaut. Oui, alors, en effet, les valeurs par défaut seront utilisables pour la période définitive à partir de janvier 2026. Mais ce seront des nouvelles valeurs par défaut qu'on pourra utiliser pour l'achat des certificats, mais qui seront pénalisantes et qui ne seront pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il faut bien distinguer les deux périodes. Aujourd'hui, on est dans une dynamique de collecte de données et de transmission des données des missions pour les importations à l'administration. C'est pour ça que les rapports sont trimestriels. À partir de 2026, la dynamique sera de compenser grâce à l'achat de certificats. Et pour ces achats, les nouvelles valeurs par défaut seront utilisables. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et puis à votre dispo si vous avez des questions. Merci Evan, je prends la parole. Stanislas Roquebert, je suis avocat spécialisé en droit douanier. Comme je l'ai dit dans le chat, je m'engage à offrir l'apéritif à tous ceux qui n'auraient pas compris le MACF à la fin de ces 60 minutes. Mais par contre, je ne m'engage pas à offrir l'apéritif à ceux qui auraient des difficultés à déposer leur rapport. Ça, c'est un peu plus compliqué. Néanmoins, ravi de vous retrouver. Quelques mots d'ordre un peu juridique. Je vais faire vite puisque ce qui intéresse le plus, c'est l'intervention de l'excellent Clément qui me suit. Donc sur la période transitoire, simplement rappeler, comme vous le savez tous, que pour le moment, il y a les dates clés de dernier jour du mois suivant la clôture du trimestre. Ce qui est important de garder en tête, c'est qu'il n'y a pas de sanction du fait de déposer des rapports qui seraient erronés.
Alors, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'est le cas. En revanche, il y a des sanctions pour le fait de ne pas le déposer. Donc, à minima, si vous avez des doutes, si vous n'êtes pas certain, Evan le disait aussi justement, on peut encore les modifier pendant quelques jours. Mais en tout cas, déposer des rapports, parce que c'est ça l'obligation au cours de la période transitoire. Ce qu'on retrouve dans les rapports, ce sont les données classiques, quantité de la marchandise, émissions, etc. J'insiste sur un point, c'est que ces données-là, elles sont aussi fondées d'abord sur des données douanières. C'est ce qui fait que vous êtes soumis au MACF. Dans un premier temps, certains secteurs, on les a déjà évoqués, mais dans un second temps, tout le monde sera probablement soumis. Et donc, gardez bien en tête que si vos données douanières sont erronées au départ, si vous n'avez pas le bon code douanier, peut-être que vous pensez ne pas être soumis au MACF, mais en fait, vous l'êtes. Et donc, c'est important avant ça même de sécuriser vos données douanières pour être sûr que, effectivement, voilà, la soumission ou non au MACF est bien avérée. Ce qu'on peut, et donc encore une fois, tout ça est fixé sur le classement tarifaire, les codes douaniers. C'est important de les vérifier. Je rappelle que en qualité d'importateur, pour ceux qui sont chargeurs ici, c'est vous qui portez la responsabilité des infos que vous allez déclarer, notamment les codes douaniers, même si vous vous fondez sur ce que vous a donné votre fournisseur et même si vous le sécurisez à l'aide de votre représentant en douane, c'est vous qui portez la responsabilité en tant qu'importateur, donc pour les chargeurs. Ce qu'on voit également dans le slide suivant, c'est toute la particularité liée aux nouvelles, entre guillemets, relations que ça va induire, notamment vis-à-vis des représentants en douane. Et là, je pense qu'Evan, tu interviendras aussi, mais il faut bien distinguer la représentation en douane et la représentation MACF. Il y a trois possibilités. Soit l'importateur qui est établi dans l'Union est déclarant MACF. On a vu et on verra ensuite ce à quoi ça correspond. Soit effectivement, c'est le RDE qui va endosser ce rôle de déclarant MACF. Et ça peut être dans deux hypothèses. En RI, en représentation indirecte, j'imagine que vous savez tous ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il y a une co-responsabilité du chargeur et du représentant. Donc en RI, lorsque l'importateur n'est pas établi dans la communauté, dans l'Union européenne, c'est obligatoire. Ou alors, toujours en RI, lorsque le RDE travaille avec un importateur qui est établi, mais que ce RDE accepte spécifiquement d'endosser le rôle de déclarant MACF. Évidemment, il faut qu'il soit autorisé à le faire. Et évidemment, ce qu'on vous recommande, c'est que ça soit prévu dans des relations contractuelles. Je vais y revenir après sur les clauses, mais de toute façon, avec votre RDE, il faut que vous ayez des relations contractuelles pour prévoir qui fait quoi, les responsabilités, etc. Mais il y a donc une nouvelle ligne qui s'ajoute dans vos relations, éventuellement liée à cette qualité de déclarant MACF. Alors, Evan, si tu veux ajouter quelque chose, je t'en prie. Sinon, je poursuis. Non, c'est très clair. Le point important, c'est de bien comprendre qu'on a sur des opérations d'importation deux régimes qui cohabitent, la douane, le dédouanement et le MACF. Et c'est ce que tu viens très clairement de décrire. Donc, du coup, d'où l'intérêt de bien clarifier et de bien délimiter les responsabilités de chacun sur ces deux types d'opérations qui finalement découlent d'une importation unique d'un produit visé. Oui, tout à fait. Merci, merci. Effectivement, qui découle des mêmes informations douanières dont on a parlé. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, quels sont les risques pour éviter le carton rouge? Il y a plusieurs types de risques qui sont repris sur les deux slides, celui-ci et le suivant, mais que je vais résumer de manière, j'espère, pragmatique. Il y a non seulement les risques, on peut dire d'un point de vue douanier, qui sont les risques classiques qui s'appliquent, mais il y a aussi des risques d'un point de vue code de l'environnement, et ça, ce sont des risques qui s'ajoutent. Donc, les risques douaniers classiques, c'est le fait d'avoir une fausse déclaration en douane, et donc vous serez soumis, on en a déjà parlé ensemble à différentes reprises, mais vous serez soumis à des pénalités douanières, et éventuellement, vous serez soumis également à une procédure d'ordre pénal, puisque le droit douanier relève du droit pénal, si jamais il s'avère qu'il y a une forme d'intentionnalité, c'est-à-dire que vous avez volontairement fraudé. Ça, ce sont les sanctions douanières classiques. À ça viennent s'ajouter les sanctions
d'ordre environnemental, c'est-à-dire que évidemment vous allez devoir acquitter ce que vous auriez dû acquitter si vous aviez bien fait votre déclaration, mais en plus des pénalités éventuelles. Et donc, il y a éventuellement un risque de perte du statut de déclarant MACF autorisé et éventuellement un risque également de blocage en douane, puisque sans ce statut, vous ne pouvez pas effectivement poursuivre les importations concernées. Donc, il y a vraiment 3 types de risques qu'on a synthétisés sur ce slide. Et puis sur ce slide suivant, évidemment, un risque, bon, on a parlé de risque commercial, mais c'est aussi un risque réputationnel, puisque vous vous engagez vis-à-vis de l'administration. Donc, gardez bien en tête qu'il y a une superposition de risques avec des pénalités financières lourdes à la clé. On pourra revenir dans le détail sur les sanctions financières, mais qui s'ajoutent les unes aux autres. Alors, on peut passer au... C'est très énervant, ce monsieur qui nous donne un carton rouge tout le temps. Bon, effectivement, voilà, sur ce risque, gardez en tête que c'est un risque d'ordre pénal. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que, et là, c'est la recommandation, je reprends ma casquette avocat, c'est la recommandation d'ordre juridique. Ben, il faut que vous ayez des clauses qui prévoient qui fait quoi. Alors, les clauses, vous allez me dire, ça peut être très théorique, mais le jour où il y a un contentieux, si ce n'était pas écrit, s'il n'y avait pas de clause, eh ben, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc, d'abord, les clauses avec vis-à-vis du fournisseur, vos fournisseurs tiers, on les a testés, hein, les clauses, on en a écrit. Ça dépend évidemment, on ne peut pas vous donner des clauses toutes faites parce que ça dépend du contexte, du type de produit, du type d'importation, de qui vous êtes et avec qui vous travaillez. Mais d'abord des clauses avec les fournisseurs qui prévoient ce qu'on a listé sur ce slide, c'est-à-dire l'obligation de communiquer les informations dont vous avez besoin. Donc évidemment les émissions, les conditions de production, éventuellement les taxes entre guillemets carbone qui auraient déjà été acquittées dans ces pays, dans le pays de production, mais aussi son devoir de reporting mensuel, tous les mois, de vous dire voilà ce qu'on a produit pour vous, voilà ce qu'on vous a expédié. Le devoir de conseil, ça peut être de vous dire attention, dans nos conditions de production, on a pris en compte tel élément, enfin voilà, donc un devoir de communication. Et enfin, bien sûr, la responsabilité et le partage des risques, c'est-à-dire de rappeler que nous sommes soumis à telle réglementation européenne, qu'à ce titre, ils doivent nous communiquer toutes ces informations, et que s'ils ne le faisaient pas, les sanctions auxquelles on serait soumis seraient éventuellement mises à leur charge si les informations étaient incomplètes, erronées, ou si elles n'étaient pas transmises. Ça, c'est vis-à-vis du fournisseur. Maintenant, vis-à-vis du représentant en douane, en plus des clauses habituelles dont on a parlé et que les représentants en douane ont l'habitude, d'ailleurs, pour ceux qui sont présents parmi vous, ont l'habitude de signer avec les sociétés qu'ils représentent. Évidemment, il faut signer des contrats ou des mandats spécifiques. En plus de ça, s'ajoute la responsabilité du déclarant MACF lorsque c'est le représentant en douane. Donc, bien définir qui a cette qualité-là. D'ailleurs, dans vos mandats actuels, si c'est vous qui êtes déclarant MACF et pas le RDE, il faut le préciser pour que ça soit bien clair. Et si c'est le RDE, eh ben, effectivement, rappelez que il y a ce reporting à effectuer, que ça engendre et que ça enclenche un devoir de conseil et que ça doit s'appliquer sur la collecte de l'archivage des documents, etc. Donc, 2 types de clauses, fournisseurs, représentants en douane. Pour poursuivre un peu sur les aspects d'ordre juridique, poursuivre et finir du reste, si on peut aller au slide suivant, voilà. Il y a les classiques douanes. Si vous ne maîtrisez pas les fondamentaux douaniers, vous allez vous planter dans les déclarations MACF et donc il y aura le double effet qui se coule, sanctions douanières et sanctions vis-à-vis du MACF. Donc, comme d'habitude, sécurisez vos aspects douaniers, code douanier, origine, notamment parce que ce sont de ces données-là que dépendent la soumission ou non au MACF. Je rappelle qu'il y a certains pays avec lesquels il n'y aura pas de soumission au MACF, d'où l'importance, là encore une fois, de l'origine. La gestion des contrôles douaniers vis-à-vis du MACF, s'il y a des questions qui se posent, il faut qu'on puisse donner les bonnes réponses. Donc, prévoyez, déjà en interne, il faut que vous ayez un plan de contrôle. S'il y a un contrôle qui répond, qu'est-ce qu'on dit, etc. Et là, maintenant, s'ajoute cette ligne MACF. Quelles sont les infos qu'on va donner, où est-ce qu'elles sont stockées et est-ce qu'elles ont été vérifiées. Et enfin, l'impact des contentieux sur les autres autorisations, puisque, comme d'habitude, si l'administration était amenée à vous sanctionner sur les MACF, ça peut avoir un impact sur vos autres autorisations douanières.
et donc des blocages éventuels dans votre gestion au quotidien. Donc, gardez en tête ces risques-là. Je crois que, alors, si on va au slide suivant, voilà, on essaie de rappeler comment anticiper. La plupart d'entre vous, on se connaît déjà. Je ne peux m'empêcher de dire que l'empereur Napoléon disait anticiper, c'est vaincre. Et donc, il avait bien raison. Maîtrisez les fondamentaux, faites des mappings des flux. Je sais qu'avec tel fournisseur et tel produit, je suis soumis au MACF, donc ça enclenche telle action de ma part. La traçabilité, la sécurisation des données, j'en ai parlé. Et puis, on vous donne une petite méthodologie sur comment identifier si je suis soumis au MACF, avoir une forme de risque management si mes infos sont avérées ou pas avérées, et puis des actions de lobbying, éventuellement, si vous considérez que vous êtes soumis à tort, puisqu'on rappelle que c'est la commission qui décide en fonction des conditions de production dans le pays et des produits si vous devez être soumis. Et je termine avec un slide très rapide sur voilà, l'anticipation. C'est ce que l'on constate chez nos clients. On a énormément de clients qui ont été soumis évidemment au MACF très rapidement. Ce n'est pas une recommandation de notre part, mais on a constaté que certains utilisent des plateformes privées. Les sociétés qui sont citées là, on n'a absolument aucun lien avec eux ni aucun arrangement. Donc, il n'y a aucune garantie sur ce qui peut être fait par ces sociétés, mais il y a peu d'acteurs sur le marché, donc on les cite dans ce slide. Pour ceux qui auraient besoin d'être accompagnés, voilà, certaines sociétés commencent à se positionner sur la récupération des données vis-à-vis des fournisseurs, comment traiter ces données et comment les traduire dans votre déclaration, dans votre rapport MACF. Si vous avez le souhait de coopérer, vous pouvez contacter ces sociétés. Et ça fait une transition avec Clément qui pourra peut-être vous donner aussi un retour sur l'utilisation éventuellement de ces logiciels ou de ces sociétés. Et moi, je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Clément, je crois. Merci Stanislas. Donc, moi, rapidement, Clément Antoinet, je suis Trade Compliance Manager chez Biomérieux et j'ai la chance de faire partie des personnes qui déposent des rapports MACF, un bon petit paquet, en plus des plusieurs États membres. Donc, l'idée, c'était avec la to-do list de l'importateur de vous faire un retour un peu plus, entre guillemets, terrain sur niveau chargeur, comment on peut s'organiser pour être efficace sur le sujet. La première chose qui a déjà été rappelée, c'est d'identifier au-delà du code douanier, d'avoir une bonne classification de ces produits. C'est aussi, MACF concerne le statut douanier et tous les régimes douaniers ne sont pas concernés. C'est une information importante à retenir. La réglementation MACF s'applique sur les marchandises qui vont être mises en libre pratique. Le cas spécifique pour le perfectionnement actif, si ce qui est apporté sous le régime de perfectionnement actif fait l'objet d'une mise en libre pratique, encore une fois, c'est l'élément déclencheur, on va rentrer dans le cadre du MACF. Mais par contre, tous les régimes type transit ou si vous faites de l'admission temporaire ne sont pas concernés par la réglementation MACF, car théoriquement, il n'y a pas de mise en libre pratique derrière. Donc, c'est important aussi dans votre organisation, en tant que, alors je parle pour le côté chargeur, c'est d'identifier l'origine de vos produits et les codes douaniers et les fournisseurs, mais aussi si vous avez l'habitude ou si peut vous arriver de faire des régimes un peu particuliers, voilà, de bien les identifier pour ne pas faire rentrer dans le scope de votre rapport MACF des produits qui n'ont pas lieu d'y être. D'un point de vue encore plus pratique, si vous êtes soumis à un rapport MACF, il va falloir créer un compte, disposer d'un compte sur la plateforme MACF. Et au préalable, donc notamment pour la partie France, ce rattachement se fait via un numéro EORI. Donc, je me permets, vous pourrez aller voir le guide utilisateur de la DGEC qui, pour le coup, est assez bien détaillé et plutôt clair sur le sujet, sur une première connexion à la plateforme MACF. Le site de la douane aussi est plutôt bien fait. Alors en France, c'est les PAE qui sont en charge de faire le lien sur les créations. Il faut au préalable avoir un compte certifié. Donc pour avoir un compte certifié, c'est quoi? C'est très simple. Si vous avez un compte ProDouane, vous allez dans l'onglet Mes entreprises et vous voyez tout de suite si votre compte est certifié. S'il est certifié, vous avez juste à demander au PAE de vous faire l'habilitation à la plateforme MACF. C'est très rapide, ils ont l'habitude, honnêtement, ça prend moins de 24 heures. Si par contre votre compte n'est pas certifié,
vous serez obligé de le certifier au préalable auprès du PAE pour ensuite faire une demande, même si souvent on fait les deux demandes de manière simultanée. Si jamais, alors ça c'est un cas concret d'expérience, à l'inverse, par exemple en Italie, si vous avez des filiales qui sont concernées en Italie par des dépôts de rapport MACF, bon, il n'y a pas la notion de PAE, donc en fait tout se fait directement depuis les demandes sur le site des douanes italiennes. La difficulté que vous pouvez avoir pour les créations de comptes, c'est si vous faites partie d'un groupe avec beaucoup de filiales qui importent toutes de leur côté, donc avec chacun leur numéro EORI. Voilà, ça peut être un peu long parce qu'il faut faire une demande par numéro EORI. Vous ne pouvez pas à l'heure actuelle faire une demande qui couvrirait toutes les filiales d'un groupe. Donc c'est aussi anticipé, notamment si vous avez des gros volumes. Une fois que vous avez accès donc, à votre compte et que vous êtes connecté à la plateforme MACF, vous allez déposer votre rapport avec certaines informations qui doivent être mentionnées, comme la quantité de marchandises, donc par code douanier, les émissions directes et indirectes, l'éventuel coût du carbone déjà payé, l'origine du produit, le nom du fournisseur, des producteurs, etc. Deux choses. Premièrement, lors des premiers rapports de dépôt, donc, il y avait énormément de bugs sur la plateforme. Maintenant, ce qui est plutôt intéressant, c'est que la commission a publié un guide avec les principales anomalies ou erreurs qui peuvent remonter. Donc, c'est toujours intéressant de l'avoir. La plateforme est quand même plutôt stable maintenant. Vous avez aussi la météo du téléservice de la plateforme MACF disponible sur la douane qui vous permet aussi de voir en temps réel si la plateforme fait l'objet d'un bug ou non. Sur le dépôt des rapports, il est toujours intéressant, à mon sens, vous avez possibilité, une fois que vous avez rentré un fournisseur ou un producteur, de l'enregistrer. Comme ça, si c'est du récurrent, ça vous évite, pour les prochains rapports, de toujours le ressaisir. Et vous avez aussi la possibilité, informatiquement, de faire des liens avec les ERP, etc., de précharger directement les rapports consolidés sous Excel ou autre, en interne. Donc, encore, ça, c'est une question d'organisation. Ce n'est pas encore peut-être très fiable, mais pour éviter de faire une saisie manuelle, il est possible de précharger vos informations directement dans la plateforme MACF. Est-ce qu'on peut passer peut-être à la slide suivante? Donc, la création donc la sollicitation du statut déclarant MACF autorisé. Comme il a été rappelé, à partir de 2026, vous serez obligé de détenir le statut de déclarant MACF autorisé, si vous êtes concerné, pour pouvoir importer. À partir de 2025, il va falloir solliciter ce statut. Un conseil, donc, pour avoir échangé avec certaines administrations, cette demande est à faire le plus tôt possible et cette demande sera faite directement dans la plateforme. Les délais de traitement vont être longs. Pourquoi? Parce que tout le monde va demander, tous les opérateurs concernés vont demander le statut de déclarant MACF autorisé. Donc, plus vous le demandez tôt, mieux c'est. Pourquoi? Si jamais vous arrivez en fin d'année et que vous faites une demande ou en milieu d'année, ça serait dommage que votre demande ne soit toujours pas traitée et qu'on arrive en l'année 2026 et vous ayez des importations bloquées parce que votre demande est en cours et qu'elle n'est toujours pas effective. La commission a publié les pièces justificatives à fournir lorsque vous allez demander ce statut de déclarant MACF autorisé. Rien de très compliqué. Par contre, attention, il va falloir estimer les volumes et la valeur monétaire de ces biens importés dans l'UE annuellement. Donc moi, je vous encourage dès maintenant, si vous n'avez pas d'idée encore très précise, vous n'avez pas une très très grosse maîtrise de vos flux, c'est de l'estimer le plus rapidement possible pour éviter de perdre du temps sur cette notion-là. Encore une fois, c'est une estimation, donc il ne faut pas être à l'importation près, mais il est important de commencer déjà avec tous les départements concernés à réfléchir sur la volumétrie à 80% de vos flux. Et enfin, un point aussi important, quand vous faites la demande déclarant MACF autorisé, attention, parce que tous les échanges vont se faire avec la commission directement dans la plateforme. Donc, si jamais vous faites passer des documents, que pour X raisons, il manque des documents, ou que l'administration a une question, la question va remonter dans votre plateforme. Et je ne suis pas certain à l'heure actuelle que vous ayez une alerte, une nouvelle question vous soit posée. Donc, il faut aller se connecter. Quand vous allez faire votre demande, pensez à bien aller vous connecter régulièrement pour voir l'état d'avancement de votre statut et si vous n'avez pas une demande qui est restée en suspens et qui vous fait perdre du temps. Et la dernière slide, normalement, sont sur les certificats. Sur les certificats, donc ça, c'est le point crispant.
Comme l'a rappelé Evan et Stanislas, donc il n'y a pas de phase d'achat pendant la phase transitoire, il n'y a pas de coût certificat. Moi, ma première pensée quand je vois l'achat de certificat, on a 3 enseignements, je pense, à retenir. C'est que le premier, c'est qu'il va y avoir un coût. MACF va avoir un coût de certificat, un coût de vérificateur, et il faut l'anticiper. Deuxièmement, il faut avoir une connaissance du coup de ces flux assez précise, car vos certificats devront couvrir au moins 80% de vos émissions importées durant l'année, par trimestre, pardon. Donc c'est aussi l'objectif de cette phase transitoire, hein, c'est d'avoir une idée de votre volumétrie et de vos émissions par rapport à l'importation de vos produits. Et le troisième enseignement qu'il faut tirer de ce certificat, c'est la mise en place d'une organisation très précise. Cette réglementation MACF fait intervenir dans les entreprises beaucoup de départements, ça peut être les achats, RSE, la douane, HSE, le juridique. Je pense que le point central de toute organisation, si bien sûr vous avez des gros volumes, c'est d'avoir une organisation très claire sur le qui fait quoi, la contribution de chacun et la stratégie à adopter sur l'achat de ces certificats. Sur le détail du certificat, on va avoir, je pense, des notes aux opérateurs qui seront plus précises. Là, on a le cadre qui a été donné, mais il est important de réfléchir dès maintenant, je pense, sur la organisation, qui va s'en occuper. Est-ce que les personnes qui vont s'en occuper ont bien compris le mécanisme? Parce que si c'est des coûts importants, ils doivent être pris en compte. C'est des coûts qui vont être diffus. Donc, les achats vont être concernés. Ça va poser des questions peut-être d'anticipation, peut-être de ressourcing. Donc, c'est vraiment le point central de cette réglementation, d'avoir une organisation très cohérente. Je pense qu'il faut des modes projet tout de suite sur le sujet pour mettre tous les départements autour de la table et de qui fait quoi. Parce que pendant la phase transitoire, comme l'a été rappelé, hein, il y a beaucoup d'opérateurs qui sont peut-être pas encore trop au courant, qui n'ont pas déposé de rapport, qui ne se rendent pas encore forcément compte de ce que c'est. L'idée, c'est que si vous arrivez fin 2025 et qu'il y avoir les premiers certificats à acheter, c'est que vous ne vous retrouvez pas perdu sur le qui fait quoi et avoir peut-être des coûts exorbitants, sachant que ça va être un coût en plus qui va être variable. Voilà. Et enfin, on l'a rappelé sur l'importance de classer son produit, bien classer son produit, parce que à l'inverse, hein, vous pouvez très bien avoir mal classé votre produit et il rentre dans le MACF à tort, mais l'inverse aussi, vous le classez mal et il ne rentre pas. Le point le plus crispant va être de récupérer les données auprès de ses fournisseurs. Donc, la dernière info que nous, on a, c'est que 95% des rapports MACF déposés jusqu'à présent utilisent des valeurs par défaut. La relation avec les fournisseurs est très compliquée. Pourquoi? C'est nouveau. Donc, la plupart des fournisseurs ne savent pas trop de quoi on parle. Le template de la communication qui est disponible, il est incompréhensible aussi bien du côté fournisseur que du côté importateur. On a rencontré des problématiques de confidentialité de données. Il y a des fournisseurs qui ne veulent pas donner le producteur pour des raisons de secret des affaires. Ça, c'est une problématique soulevée également. Jusqu'à présent, on a des valeurs par défaut qui servent quasiment pour tout le monde et c'est super, mais qui sont élevées et comme il a été évoqué, à terme, si on les utilise, elles seront pénalisantes parce qu'elles sont foncièrement beaucoup plus élevées que les données réelles. Et enfin, la problématique qu'ont les fournisseurs aussi, qu'on peut avoir avec les fournisseurs, c'est que si jamais on a un fournisseur qui, pour X raisons, est un peu plus évolué que les autres, arrive à nous remonter des données, on est incapable, quasiment, chargeur, d'analyser ces données, de les comprendre et de savoir si elles sont vraies ou pas. Donc moi, ma recommandation, c'est voilà, de bien expliquer avec son fournisseur le pourquoi du comment. Et il ne faut pas oublier que lui aussi, il va avoir des demandes de tous ses autres clients. Ça, c'est la première chose. Peut-être aussi lui expliquer rapidement hein, sur une lettre ou autre le pourquoi on demande ça, la réglementation qui s'applique, et vous faire accompagner par des sociétés spécialisées. C'est en train de voir le jour. Stanislas en a parlé. J'ai travaillé avec certaines sociétés qui vont devenir vérificateurs accrédités. Je pense que c'est aussi une réflexion à avoir sur comment se faire accompagner,
La relation avec les fournisseurs, peut-être que ces sociétés ont plus de facilité à avoir la donnée, peuvent peut-être la trouver dans la littérature, vont comprendre ce que vont nous dire les fournisseurs, vont peut-être avoir un autre langage car ils ont l'habitude, et aussi anticiper cette vérification qui sera obligatoire en 2026. Je pense qu'il est intéressant de l'anticiper dès maintenant. Pourquoi aussi? Là, on est sur certains produits concernés. Quand il va y avoir des nouvelles vagues de produits, plus tôt on a fait le job en interne, on s'est organisé, on s'est fait accompagner, et plus les futures vagues seront absorbées de manière efficace. Voilà. Merci Clément, c'est vraiment très précieux ce genre de retour du terrain. Donc là, du coup, je vais prêcher pour ma paroisse. Donc moi, ça va être la partie, déclaration en douane, casquette RDE. Il me reste pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de calmer mon enthousiasme et d'être très concise. Donc voilà, donc on le rappelle de toute façon, de manière générale, hein, pour faire une déclaration en douane correcte, il faut déjà sécuriser les 3 piliers qui sont donc du coup le triptyque douanier, classement tarifaire, origine et valeur. On vous rappelle qu'il y a aussi des aides pour le classement, des aides réglementaires comme le RTC, on va pas revenir dessus, ou le RCO, tout pareil pour l'origine, qui sont valables 3 ans maximum jusqu'à révocation, éviter du coup les FDE, les fausses déclarations d'espèces. Donc, mes collègues vous ont rappelé que, bien évidemment, ça vous engage sur tout ce qui est pénalité douanière, mais maintenant aussi également environnementale. Donc, c'est des faits qui se coulent, comme disait Stan. Et donc également, et pareil pour conclure, donc on avait la to-do list de l'importateur. Mais moi, je tiens quand même à faire un rappel essentiel, c'est que du coup, ça commence également par la to-do list du déclarant en douane, parce qu'il ne faut pas oublier notre rôle de conseil. Donc, dès lors qu'il y a une nouvelle réglementation qui sort comme ça, notre rôle, c'est quoi? C'est de faire une extraction de données et d'aller voir tout de suite les nomenclatures qui sont concernées, d'informer nos clients, les importateurs, faire déjà ce travail d'anticipation avec eux, les accompagner si du coup ça rentre également dans notre job. Mais en tout cas, notre rôle de conseil, ça c'est obligatoire. Donc, faire une extraction, cibler les origines, les nomenclatures, les importateurs et du coup informer les clients. On le répète pas assez, mais anticiper, c'est la clé. Donc voilà, donc aujourd'hui, l'outil qu'on a imaginé, il y a plusieurs outils. Donc pour commencer, très rapidement, il y a pour commencer l'aide au classement. L'aide au classement, donc vous voyez, donc ça c'est du coup l'interface, la page d'accueil de Okiduty, qui est du coup l'outil imaginé de Sogec et Custom Bridge. Vous avez 3 modules principaux, la conformité, le déclaratif et autres. Donc pour tout ce qui est conformité, vous avez nomenclature, vous avez des recherches de votre produit avec l'aide de l'intelligence artificielle. Vous avez des recherches par étapes. Vous pouvez également consulter les notes explicatives, les décisions du coup de classement et autres. Du coup, là, c'est un extrait, voilà, de cet onglet. On vous a pas mis, hein, je vous rassure, on vous a pas mis tous les onglets en détail. Ça, c'est un extrait du coup de la nomenclature. Donc, vous voyez que à gauche, il a été imaginé des pastilles pour tout de suite cibler si votre nomenclature est soumise à MACF. Donc, il serait trop facile de croire qu'il n'y a que 5 nomenclatures qui est concernée. Pas du tout. On l'a dit tout à l'heure, il y a plus de 500 articles. Ici, on vous a pris voilà, un porte-clés au chapitre 73 qui serait visiblement concerné par le MACF. Donc là commence votre recherche du coup de réglementaire avec les contraintes. Et à droite, vous avez également cet outil avec les RTC, avec les photos. Vous avez les RTC qui sont dans les langues du pays ou bien traduites. Donc déjà, voilà, bien classer son produit. C'est l'un des outils qui a été imaginé pour vous faciliter déjà ce travail.
Vous avez un autre outil qui est celui de audit et veille réglementaire. Alors, à quoi il sert? C'est, voilà, si vous avez une base de données, imaginons sur Excel, vous avez votre liste de nomenclature qui est traitée en interne avec les descriptions commerciales. Et bien là, du coup, voilà, vous pouvez télécharger votre base de données dans le logiciel OkDuty. Et là, vous demandez un audit. Et donc là, l'application va mouliner et va vous dire, bah, attention, voilà, telle et telle nomenclature est soumise à MACF. Donc là, ça vous permet du coup d'anticiper. Vous avez également tout ce qui est veille réglementaire. Donc pareil, vous pouvez recevoir les veilles réglementaires et vous tenir informé des évolutions. Aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir, là on voit à l'écran, il n'y a qu'une ligne qui est concernée par MACF. Mais vous pouvez relancer cet audit dans 3 semaines, dans 2 mois. Et là, peut-être que vous aurez plus de lignes parce qu'il y a eu des nouvelles nomenclatures qui ont été du coup inclus dans le règlement. Donc voilà, donc ça c'est un autre outil pour suivre la réglementation, auditer vos nomenclatures et également il y a aussi du coup les déclarations actuellement CBM et MACF qui sont trimestrielles. Donc faire un check, pourquoi pas juste avant cette extraction, cette collecte de données trimestrielle. Voilà, une autre astuce qu'on a, donc après chacun sa façon de travailler, on a imaginé du coup des tags. Donc pour l'avoir testé, je me suis dit, bon bah voilà, premièrement, j'ai fait ma recherche nomenclature, j'ai vu que c'était soumis à MACF, je cible également l'origine, j'ai la possibilité de taguer, donc là vous créez une petite vignette avec la couleur de votre choix, et vous allez taguer et cibler vos marchandises qui sont soumises à MACF. Sachant que vous pouvez les taguer, vous pouvez ensuite faire des recherches avec ces tags et également des extractions avec ces tags. Donc là, c'est un petit exemple. Vous voyez que je me suis amusée à taguer tous mes tests MACF. Donc moi, j'ai choisi en rouge, warning rouge MACF. Et donc, on voit sur la colonne de gauche toutes mes vignettes rouges qui seraient soumises à MACF. Mais ce n'est pas fini. On a imaginé encore autre chose. S'il te plaît, Hélène, super. Donc là, c'est l'onglet statistiques. L'onglet statistiques qui est en super du coup évolution actuellement. On a imaginé, vous voyez, en haut à droite, un petit onglet avec réglementation. Donc actuellement, il y a BDU, déforestation et MACF. Et donc, lorsque vous allez appeler toutes les déclarations qui seraient soumises à la réglementation aujourd'hui qui nous intéresse MACF, et bien du coup, OkDuty va aller chercher sur la période souhaitée vos déclarations dont les nomenclatures sont soumises à MACF, dont la valeur est supérieure à 150 € et dont l'origine ne serait pas exclue avec les pays que nous connaissons aujourd'hui. Donc ça pourrait du coup être également une autre solution. Vous voyez que sur la pastille de gauche, il y a toujours nos tags si on souhaite rappeler nos pastilles rouges MACF. Et également, un super outil avec les flèches qui clignotent, c'est grouper par. Lorsque vous choisissez de grouper par importateur, par fournisseur ou par nomenclature, ça vous fait un principe de tableau croisé dynamique, si vous voulez. Ça vous regroupe tout et là, vous avez tous les totaux. Donc, vous allez avoir tous les totaux de votre fournisseur en Chine avec toutes les nomenclatures qui sont concernées. Ou alors, si vous regroupez par nomenclature et que au-dessus, vous avez filtré uniquement importateur biomérieux, par exemple, et bien du coup, on va voir que cet importateur avec toutes les nomenclatures et les poignettes et les déclarations qui sont concernées. Donc, pourquoi est-ce qu'on a imaginé ça? Parce que vous avez compris qu'à aujourd'hui, ce qui est très important, c'est la collecte de données. Donc là, ce sont les données de vos importations qui seraient saisies dans OkDuty. Donc ça, ce sont les déclarations, les importations qui ont été validées auprès des administrations. Cet outil, il est encore, il est toujours à amélioration. Alors oui, c'est ça aussi. Merci du coup OkDuty pour ça, c'est qu'en fait, il y a vraiment une écoute de notre métier et des remontées terrain
Par exemple, il y a tous les ans Custom Meet qui est organisé la semaine prochaine pour ceux qui ont la chance de se réunir à Bordeaux, où il y a du coup des ateliers, on écoute les utilisateurs, on comprend les contraintes. Et si aujourd'hui cet outil a besoin d'être amélioré, eh bien il le sera, mais dès demain. Il ne le sera pas dans 3 ans, dans 5 ans, etc. Si bien évidemment l'évolution est nécessaire. Ensuite, tous les projets sont étudiés, ils sont discutés autour d'une table ronde, autour de tables de travail. Donc ça, on a vraiment la chance en tant que professionnel, qu'on soit chargeur ou déclarant en douane comme moi, on a vraiment la chance d'être entendu et de pouvoir participer à l'évolution d'un outil tel que OkCutie. Donc ensuite, vous avez au milieu de l'écran une pastille bleue où vous avez exporté. Donc en fait, toutes ces données, vous pouvez ensuite les exporter dans un tableau Excel. Donc libre à vous, selon vos besoins, d'aller les filtrer, d'aller manipuler ce tableau. Selon du coup selon vos besoins personnels et donc ah oui et on a également pensé, on le sait que il va être possible de pouvoir aussi importer ces collectes de données en format XML avec un dossier zip, me semble-t-il, sur le site CBAM. Eh bien, écoutez, du coup, là, on est déjà en train de réfléchir à comment est-ce qu'on peut collecter les données dans OkCutie et que du coup, ça s'injecte directement dans vos reportages CBM. Donc voilà, donc ça va être, on l'espère, une aide assez énorme pour ceux qui doivent faire les déclarations MACF trimestrielles. Quoi d'autre? En conclusion, j'espère qu'on vous a apporté nombre d'informations et auquel cas, sinon vous avez les coordonnées de Stan pour vous offrir l'apéritif. Pour terminer, le seuil de valeur oui. Et donc oui, il y a aussi ces valeurs, Yannick, tu me fais penser, merci de ton commentaire, dans cette cellule réglementation MACF, et il y a aussi la valeur inférieure à 150 €. Donc il va y avoir vos nomenclatures concernées avec des valeurs qui seraient supérieures à 150 € qui vont remonter dans cette pastille MACF. Donc voilà, donc pour finir, si vous voulez ensuite une démonstration un peu plus détaillée de l'outil OkCutie, que ça soit pour la conformité, l'audit veille réglementaire ou télédéclaration, je vous invite à contacter ensuite les équipes pour prendre un rendez-vous et expliquer vos besoins et voir comment on peut y répondre au mieux. Merci beaucoup, j'espère que ça a été clair. J'adore. C'est très clair. Voilà. Il y a quelques questions dans le chat. J'ai essayé de faire vite, hein, C'est parfait. Droit au but. Il est midi 4, c'est magnifique. Merci. Merci à tous. On va peut-être passer quelques minutes à répondre aux questions dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va prendre quelques minutes pour ça. Alors, je vois, on remonte un petit peu. Je pense qu'il y a des questions dessus. S'il n'y a pas d'alimentation pendant les 3 premiers trimestres, ça ne va pas. Oui, est-ce qu'on est obligé de faire une déclaration harmonisée? S'il n'y a pas S'il n'y a pas eu d'alimentation commune. Alors, je vois qu'il y a des questions ici. Faire un rapport à zéro? À zéro, un rapport à zéro. Je pense que oui, mais je ne suis pas certaine. Peut-être que Evan ou Steven. On a une question de Alexandre qui dit « Je suis non douanier et néophyte sur le sujet. Si le MACF est dépendant de la réglementation douanière, est-ce qu'il sera impacté par les sujets de prix de transfert, notamment par les ajustements en fin d'année ?» Les ajustements de fin d'année. Je peux prendre la question là, si vous voulez. Ouais, super. En général, les questions que personne ne prend, c'est pour les avocats. Mais non, sur l'impact, nous, c'est des sujets qu'on connaît bien. L'impact des ajustements prix de transfert, il y aura un impact important, significatif sur la valeur en douane. Néanmoins, compte tenu du seuil qui est quand même relativement bas, je ne suis pas sûr que les impacts d'ajustement de prix de transfert aient un vrai impact sur la partie MACF. Donc, non, pas certain de ça, mais question intéressante à réfléchir. On va créer le sujet et puis
on recontactera Alexandre. Ensuite, donc on a une question de Villet Gestion. Bonjour. Si l'entreprise n'a pas eu de flux import éligible au MACF sur un trimestre, doit-elle envoyer un rapport vide ou bien rien du tout? Il me semble que oui, mais pas ça. Il faut comprendre qu'il fallait quand même faire. Peut-être que C'est pour Clément, ça. Clément, peut-être. Alors, pour moi, il n'y a rien du tout. Ouais, j'allais dire la même chose, hein, pardon, mais j'allais dire, s'il n'y a pas de flux éligible MACF, il n'y a pas de rapport à faire. Ce qui déclenche vraiment le rapport, c'est un code douanier soumis à MACF importé au cours de la période. Ouais. Si vous n'avez pas importé au cours de la période un code douanier soumis à MACF, il n'y a pas de déclaration à faire. On va quand même vérifier ici. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Caroline, donc faites-vous des prestations à la carte? Si je vous envoie mes données, vous faites l'analyse via votre outil et nous payons la prestation. Pour qui du site? Sinon, on fait la. En fait, on ne fait pas la prestation pour vous. On met à disposition de l'outil. Après, on a évidemment des formations et des démonstrations. On vous accompagne dans l'utilisation de cet outil-là. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Mais, non, mais en aucun cas, on va être prestataire en fait sur cette action-là. Ça va être vous qui allez importer votre base douane dans l'outil. C'est vous qui allez réaliser votre audit. Mais vous serez accompagné par nos services dans l'utilisation et la prise en main de l'outil. Il y aura le support commercial et technique également. Oui, parce que ça, pareil, c'est quelque chose de particulier. C'est que dans l'outil OkDuty, vous avez un chat avec les équipes présentes, que ce soit à Lille ou au Havre. Ce sont des équipes qui vous répondent. Alors oui, moi je voulais aussi ajouter quelque chose justement dans notre onglet extraction statistique. On va également rajouter la notion de régime et je crois on peut filtrer par fournisseur, mais il n'apparaît pas dans le résultat. Et là, on va voir pour qu'il y ait une colonne fournisseur pour que cette notion ressorte sur le tableau Excel. On a une question de Yasmina qui nous dit « Si mon article en aluminium vient d'Europe, par exemple l'Espagne, et travaillé à Madagascar, ajout d'un élément en tissu sur la bague en alu, puis revient avec une origine non préférentielle Espagne, déclaration en douane d'origine préférentielle Madagascar, l'aluminium européen doit-il être déclaré sur la plateforme MACF ?» Normalement, c'est origine Madagascar, c'est Madagascar. Ça peut pas être l'Espagne, donc ça dépend de l'origine, théoriquement, oui, il faudrait le déclarer. À vérifier aussi. Ouais, ça, c'est vraiment du réglementaire. C'est réglementaire. J'ai réglé aussi. Hein. Bah, Puis là, on commence à rentrer dans d'origine. ouais. J'allais dire sur cette question, attention, parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses. On mélange plusieurs choses, mais effectivement, normalement, la déclaration MACF, elle ne s'applique qu'à ce qui est non européen et en fonction d'une origine déclarée. Donc, il faudrait vérifier dans le cas de Madagascar en plus, puisqu'on a modifié l'origine. Enfin, c'est une question qui est très intéressante, mais à laquelle on ne peut probablement pas répondre tout de suite. Je ne sais pas, Clément, c'était déjà eu le cas d'ailleurs, peut-être de ton côté. Je crois qu'on en avait déjà parlé de ce type de cas. Encore une fois, c'est le genre de question où je ne pense pas qu'on puisse y répondre tout de suite. Il faut l'analyser, mais le fait générateur, de toute façon, sera une mise en lutte pratique, une origine. Donc, et ouais, comme tu dis, avec Madagascar, c'est un peu particulier. Donc, mais on peut l'étudier et répondre. Putain, il n'y a pas de sujet. Moi, je voulais peut-être rajouter deux choses, si je peux me permettre. Qu'il y a un MACF, les Anglais ont annoncé un MACF en 2027. Donc, je ne sais pas si c'est aussi important de savoir si vous avez des filiales concernées dans ces pays-là qui sont en train de mettre en place la même chose. Il y a aussi des réflexions en Australie et au Canada. Et enfin, sur le seuil de 150 €,
Voilà, il y a des groupes de travail qui poussent auprès de la Commission européenne pour relever ce seuil d'exemption. Ok. Et dernière question, il y avait une question de Michel. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un atelier ou autre pour l'aide à la rédaction du rapport? Alors, c'est une très bonne question. Bah, honnêtement, encore une fois, le guide de la DGEC, il est plutôt bien fait sur ce sujet-là, parce qu'en plus, il y a des captures d'écran quasiment à chaque étape. Donc, je pense que Michel, la première peut-être chose à faire, c'est d'aller voir le rapport de la DGEC, le guide de la DGEC disponible sur MACF, qui est quand même un outil précieux sur la rédaction du rapport étape par étape avec des captures d'écran à chaque phase. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On a fait le tour. Bah, écoutez, merci à tous. Merci Evan, merci Clément, Stan et Julie pour vos interventions. Merci à tous d'avoir participé à notre webinaire. Encore une fois, celui-ci a été enregistré. On prend toutes vos questions, on y répond et on les ajoutera dans votre support. Ah, il y a quelqu'un qui veut parler. Alors, qui parle? Sinon, on le prend après. Oh, GG. Vous avez dit GG. Ben, la personne qui a levé la main, vous pouvez ouvrir votre micro et puis nous dire si vous avez une question. Peut-être que c'est une fausse manip, je ne sais pas. Alors oui, moi j'aurais une question. Alors après, ouais, c'est bon, il y a déjà pas mal de personnes qui voulaient. Avec plaisir, avec plaisir. Une question de Samir aussi. Ouais, moi j'avais une question. Du coup, c'est les personnes qui sont encore connectées à aujourd'hui. Comment vous procédez pour récolter vos données et qui vous permettent du coup de faire vos déclarations MACF. Pour ceux qui sont concernés, bien évidemment. À aujourd'hui, comment vous procédez pour récolter les données? Est-ce qu'en attendant d'avoir les réponses dans le chat, on peut répondre à la question de Samir qui dit on parle d'accompagnement des RDE pour les importateurs concernant le classement et donc du point de vue déclaratif du MACF. Cependant, pourrons-nous être le déclarant pour le client, même si le RDE est en RE? Ce sont deux choses différentes, hein, déclarant MACF et déclarant en douane RDE. Ouais. Ce sont vraiment deux choses différentes. Ah, en RD. Mais en fait, en RD, votre RDE n'a pas l'obligation d'être déclarant MACF. Les données sont difficiles à récupérer lorsque nous achetons à des fournisseurs chinois qui n'ont aucune idée des chiffres que nous attendons. Ouais, ça pareil. La communication avec les fournisseurs, c'est un vrai problème. Ça aussi qu'on a. Enfin voilà. Yasmina, vous n'êtes pas la seule. Ça règle pas le problème, mais si ça peut déjà vous rassurer. Mais après, voilà, on va être amené à devoir tous s'éduquer dans la même direction. Donc, les fournisseurs chinois, à un moment donné, vont devoir comprendre ce qu'on leur demande. Ouais, mais ça, je veux bien croire que ça va être particulièrement éprouvant. J'ai cru aussi comprendre qu'il n'y avait pas de tableau qui serait mis effectif par la Commission européenne qui se serait traduit à plusieurs langues pour permettre aux fournisseurs d'envoyer les données avec une chose qui resterait confidentielle. J'ai lu ça et c'est en train d'être dans l'effervescence. Mais après les tableaux, tu peux faire tous les efforts que tu veux. Si le Chinois de l'autre côté du maillon logistique, il n'a pas envie. Enfin, déjà, il y a ça qui pourrait aussi aider. Parce qu'après, je sais pas, est-ce que menacer le fournisseur chinois qui refuse d'être vraiment très coopératif, lui disant, bah, si tu me remplis pas correctement, parce que moi, les valeurs par défaut, ça me pénalise. Si tu réponds pas avec des chiffres réels et consciencieusement ce tableau que je te demande, j'irai chez ton confrère d'à côté, chez ton concurrent.
Je ne sais pas si réellement ça pèsera dans la balance. Encore une fois, tout dépend si on est petit importateur, gros industriel. Si c'est indiqué dans les contrats, on va Ça, c'est voilà. Parce que du coup, si on ne paie pas, exactement. il y a une partie de responsabilité. Exactement. Donc, parler de ce tableau et voir avec le fournisseur, de dire, bah voilà. Parce que là, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on le sait, c'est qu'il va y avoir des contrôles. Il va y avoir des contrôles là-dessus. Donc, les valeurs par défaut, non seulement sont autorisées dans un premier temps, mais elles ne vont pas l'être ad vitam aeternam. Et c'est surtout que si on déclare de mauvaises valeurs, si on sous-estime nos valeurs, ça va être très problématique, quoi, en effet. Tout à fait. Ouais. Il y aura quand même déjà quelque chose qui pourra échanger avec le fournisseur. Après, pour compléter sur cet aspect de communication avec les fournisseurs, il y a certains. Alors, il y a oui, les guidelines commencent à être traduits en chinois, en hindi, etc. Je sais que moi, en Corée, pour spécifiquement ce pays, il y a déjà des cabinets sur place qui commencent à faire des formations aux fournisseurs sur place pour commencer avec cette nouvelle réglementation. Et le dernier point, c'est que après juillet 2024, normalement, les déclarants MACF, donc les importateurs, qui ne sont pas avec un RD en profession indirecte, auront la possibilité de démontrer des efforts pour chercher les données réelles, mais sans succès. Donc ça, c'est aussi un cas. Je ne sais pas si Stanislas, tu vas intervenir là-dessus, mais je pense que c'est important aussi en cas de contrôle de pouvoir prouver qu'on a essayé, on a essayé par tous les moyens d'avoir des données, mais on ne les a pas. D'accord aussi. Ouais. Aussi, à garder en tête, je pense, à définissez une stratégie de communication avec le fournisseur, mettez en place des moyens de communication, mais par contre, gardez aussi tous les échanges et même si vous avez contractualisé, vous avez tout essayé, si vous n'avez rien, il y a un moment où vous n'avez rien, et je pense que vous pourrez aussi le démontrer à l'administration de cas de contrôle que vous allez essayer, mais sans succès, vous n'avez pas arrivé à avoir. Oui, tout à fait, c'est nécessaire au moins pour démontrer la bonne foi et pouvoir limiter les conséquences éventuelles d'un point de vue pénal. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous pour votre participation. Si vous avez des questions, on vous remet notre contact dans le chat. N'hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous avec notre équipe pour faire le point en one-to-one sur vos besoins et vos enjeux particuliers. Je vous souhaite à tous un bon appétit. Il y a encore une question. Non. Après, on va devoir. Dernière question, après on je peux répondre, Alexandra, si vous voulez. Ouais. Encore une fois, si vous achetez de la bouclerie, je pense que vous voulez dire boulonnerie, boulonnerie-visserie, un fournisseur en France, mais qui s'approvisionne en Chine. Encore une fois, si c'est lui l'importateur, c'est lui qui sera concerné par la réglementation MACF. Il ne faut pas oublier non plus que là, il va y avoir également l'évolution en fin d'année de Delta I. Actuellement, on dédouane sous Delta G, mais avec Delta I, il va y avoir la notion des intervenants. Donc, il va y avoir l'acheteur, l'importateur, le fournisseur, le vendeur, etc. Donc là, voilà, on va vraiment savoir qui fait quoi. Mais en effet, si on s'approvisionne auprès d'un Français, mais qui n'est juste vendeur et que finalement, vous, Alexandra, vous êtes importatrice, là, ça va vous concerner, en effet. Mais si c'est votre fournisseur français qui est importateur et ensuite il vous revend et vous l'achetez en libre, si du coup ça a été déjà dédouané, tout dépend, voilà, si vous êtes à la place d'acheteuse ou d'importatrice, si je peux dire. Mais en effet, voilà, faut pas oublier. Clément disait, il faut savoir dans une société qui fait quoi, voilà, entre les différents services. Il y a le service douane, RSE, finance, achat et j'en passe. Mais du coup, c'est pareil en fait pour toute la chaîne logistique. Voilà, qui importe, qui achète, quelle est l'origine, ça vient d'où, etc. Voilà, il faut savoir qui. Ce qui est bien avec cette réglementation MACF, c'est que c'est un bon exercice pour les entreprises car elle fait intervenir quasiment énormément de départements. Donc c'est un bon exercice de cohésion. Absolument, oui, absolument. Ouais. Merci à tous. Allez, merci. Ok, bon. Anne, merci à tous. Merci beaucoup à tous. Et bonne journée.